La science va bientôt vous changer la vie. Je m'appelle Stephen Hawking et j'aimerais vous faire entrevoir votre avenir. Wow. Dans cette série, 5 éminents scientifiques se penchent sur des innovations révolutionnaires. C'est stupéfiant. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Nos vies seront plus sûres, plus ludiques. Nous nous rencontrerons plus vite, nous vivrons plus longtemps, nous deviendrons plus clairvoyants et plus intelligents. Grâce à ces nouvelles technologies, tout ou presque deviendra possible. Bienvenue dans la science du futur. Il y a 100 ans, 2 personnes sur 10 vivaient en milieu urbain. On estime qu'en 2050, ce sera 7 sur 10. Nul ne sait exactement ce que nous réserve le futur, mais le fait est que nos villes sont déjà surpeuplées et polluées. Nos 5 scientifiques vont observer comment la technologie est utilisée pour créer des espaces urbains plus ingénieux, dans l'espoir de pouvoir subvenir aux besoins de notre population qui ne cesse de s'accroître. Pouvoir fournir l'énergie dont nos villes en expansion auront besoin représente l'un des grands défis de notre temps. Les combustibles fossiles sont sales. Les énergies renouvelables sont peu fiables. Le nucléaire est controversé. Pouvons-nous trouver une alternative? La réponse se trouve peut-être en France, où près de 40 000 coureurs se préparent pour le marathon de Paris. Sans le savoir, ils vont participer à une expérience scientifique sans précédent. Le résultat de cette expérience pourrait marquer le début d'une ère nouvelle pour la production d'énergie. Jim Al-Khalili va suivre ça de près. À 20 mètres sous les rues de Paris se trouve la plus grande station de métro au monde, Châtelet-Les Halles. Tous les jours, 750 000 personnes traversent cette station. Tous ces gens dépensent une importante quantité d'énergie. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Quel gaspillage! Existe-t-il un moyen d'exploiter cette activité humaine en la transformant en électricité? Cette équipe d'ingénieurs britanniques y travaille. Ils transforment la chaussée en centrale électrique. Cette nouvelle technologie a été développée par l'ingénieur Lawrence Campbell Cook. Parlez-nous de votre concept, Lawrence. Qu'est-ce que vous faites exactement? La technologie PaveGen convertit vos pas en électricité. À chaque fois que vous marchez ou sautez sur une dalle, elle convertit une petite quantité de votre énergie cinétique en puissance électrique. La pression exercée par le pied abaisse une plaque flexible qui fait bouger un aimant néodyme dans un anneau de cuivre. Cet effort produit un courant qui peut être stocké. Contrairement à une dynamo normale, la dalle n'est constituée d'aucune partie mécanique qui pourrait tomber en panne. Chaque pas génère 10 joules, assez d'énergie pour allumer une ampoule de 10 watts pendant 1 seconde. Lawrence Campbell Cook soutient que beaucoup de pas peuvent produire énormément d'énergie. Vous avez besoin de combien de dalles pour que le système soit viable? On réfléchit en termes d'échelle. Par exemple, un appareil ménager bat une énergie significative. En revanche, quand 50 000 personnes traversent toutes les heures un endroit comme une station de métro, ça représente 50 000 petites doses d'énergie. En combinant tout cela, on obtient assez d'énergie pour charger des batteries ou produire de la lumière. N'importe quel appareil demandant de l'énergie peut se connecter à cette nouvelle source d'électricité. Les dalles vont bientôt être testées à grande échelle. Elles sont installées le long des Champs-Élysées, à 200 mètres de l'arrivée du marathon. C'est notre plus grande installation. On va disposer au sol 178 dalles. Je suis impatient de voir combien d'énergie sera produite par rapport au nombre de coureurs. Et je suis pressé de voir quelles sont les dalles les plus efficaces. De l'énergie humaine,
C'est une idée ingénieuse. Les réserves seraient inépuisables. Imaginez une ville entière illuminée grâce à ses habitants. Mais plus le marathon approche, plus j'ai des doutes. J'ai fait des calculs et je suis arrivé loin du compte. Chaque pas sur une des dalles produit 10 joules d'énergie. Cependant, pour éclairer tous les lampadaires de Paris pendant une nuit, il faut 1000 milliards de joules. Ça représente 100 milliards de pas. Je peux comprendre les réserves de Jim. Cette technologie ne pourra jamais faire concurrence aux combustibles fossiles ou à l'énergie nucléaire. Mais elle a le potentiel de changer radicalement la façon dont on produira notre énergie dans le futur. Le marathon commence. Au cours des prochaines heures, les dalles vont être mises à l'épreuve au fur et à mesure que les 40 000 coureurs passeront la ligne d'arrivée. Quelle quantité d'énergie vont-elles produire? Elles ont déjà été testées dans des centres commerciaux, des écoles et des festivals, mais jamais à cette échelle. L'énergie générée par les coureurs de tête est mesurée. Le moment est crucial pour Lorenz. Les coureurs sont encore en train d'arriver, ils passent tous par vos dalles. Combien d'énergie a été produite pour l'instant? Depuis 1 heure, les dalles ont produit environ 90 000 joules. C'est assez pour illuminer un lampadaire pendant un peu moins de 2 heures. Les derniers coureurs sont arrivés. C'est l'heure de faire les comptes. Les 140 mètres carrés de dalles ont généré 4,7 kWh d'électricité. C'est assez pour charger 2000 téléphones portables, conduire une voiture électrique sur une vingtaine de kilomètres ou fournir l'électricité pour 50 diodes électroluminescentes. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Nous allons installer notre technologie dans plusieurs grandes villes, dans les transports en commun et dans des nouveaux bâtiments. Métro, aéroports, gares, ce sont dans des endroits comme cela que l'on peut se rendre compte du potentiel évident d'une énergie produite par l'activité humaine. Ici, PFGen pourrait être très utile. Nous nous trouvons à la station Charles de Gaulle, fréquentée par des milliers de personnes chaque heure. Nous voulons que nos dalles soient installées sur les quais et dans les couloirs. Chaque dalle produit une petite quantité d'énergie. Combien de dalles faudrait-il pour que les résultats soient significatifs? Beaucoup, c'est vrai. Mais cette technologie est gratuite et facilement accessible. Il faut en profiter. Des milliers de gens prennent le métro ici tous les jours. Ils pourraient générer plus de 500 kWh en une semaine, ce qui suffirait à fournir l'électricité de 10 maisons de taille moyenne pendant une journée. Ces dalles créatrices d'énergie sont en plein développement. Elles seront installées dans plusieurs grandes gares au cours de l'année. Des centaines de millions d'êtres humains à travers le monde pourraient bientôt produire de l'électricité rien qu'en marchant. Dans le futur, alimenter nos villes en électricité nécessitera un mélange de technologie, d'ingéniosité et d'imagination. Une partie de la solution pourrait bien être l'énergie humaine. L'électricité recueillie grâce à l'activité humaine pourrait être la meilleure des énergies renouvelables. Procurer les ressources nécessaires à notre population grandissante représente un véritable défi pour les villes du futur. En 2050, la population mondiale pourrait approcher les 10 milliards. Imaginez les files d'attente dans les supermarchés. Il faudra trouver un moyen de faire les magasins plus rapidement et plus efficacement. Est-ce que les robots peuvent nous venir en aide? En 2025, notre planète comptera 30 mégapoles de plus de 10 millions d'habitants. Tous ces gens auront des attentes et des besoins. Est-ce que la technologie peut nous aider à combler notre appétit pour les échanges commerciaux toujours plus rapides? À Boston, des robots sont spécifiquement fabriqués pour répondre à la demande des consommateurs. Chris Elias-Smith va tester la théorie stipulant que tout ce que font les humains peut être encore mieux fait par les robots. Faire les courses est long et ennuyeux. Est-ce qu'un robot peut aller plus vite que nous? On va faire un test simple. Je vais chercher une douzaine d'articles, puis passer en caisse. Nous allons voir combien de temps ça va me prendre.
Le consommateur moyen passe environ 2h30 par semaine à faire ses courses. Dans une année, ça représente 15 jours entiers dédiés au shopping. Dans notre monde actuel où le temps est précieux, c'est un véritable gâchis. Des noix de cajou. On passe à la suite. De la glace. Voilà. J'ai mis 18 minutes. C'est beaucoup. Plus d'1 minute et demie par article. Et si nous pouvions nous débarrasser de cette contrainte en pressant simplement un petit bouton? Ça serait intéressant. Kiva Systems a peut-être trouvé la solution. Ces ingénieurs ont conçu, fabriqué et entraîné une armée d'ouvriers capables de faire les courses à votre place. Des robots, par centaines. Mick Mounts est leur inventeur et le PDG de la société. Il y a une dizaine d'années, je travaillais dans le commerce électronique sur un projet de livraison à domicile dans la région de Boston. Nous n'arrivions pas à trouver un moyen rapide et économique de rassembler efficacement tous les éléments composant les différents paniers des consommateurs. Alors nous avons inventé ceci. Traditionnellement, dans un centre de distribution, des employés vont chercher les produits à l'aide de chariots élévateurs. Chez Kiva Systems, les produits sont rangés sur des étagères mobiles. À chaque nouvelle commande, un robot est assigné pour récupérer ce qu'il y a sur la liste. Nous allons demander à tous les robots de venir dans l'allée principale. Peu importe où ils se trouvent, ils ont tous reçu la mission de se rendre et s'aligner dans l'allée. J'ai toujours voulu commander ma propre armée de robots. C'est parti. Lâchez les chiens. Ils ne vont pas au bon endroit. Je ne suis pas très doué pour commander une armée de robots. Là, il y en a 4 qui bougent en même temps. Comment font-ils pour ne pas se rentrer dedans? Les robots fonctionnent grâce à un réseau sans fil connecté à l'ordinateur central. Ils se déplacent selon un système de stickers électroniques que nous avons placé au sol. On leur transmet des missions et on leur indique des itinéraires libres qu'ils peuvent emprunter. Ça fonctionne un peu comme le trafic aérien. Chaque sticker est composé d'un code-barre bidimensionnel unique, définissant sa position sur l'itinéraire à l'aide de coordonnées spécifiques. L'ordinateur central fournit des données à tous les robots de la ruche et met à jour ces informations au fur et à mesure de l'arrivée des commandes. Les trajets de chacun des 500 robots de la société changent constamment pour éviter la collision. Quand ils sont tous en mouvement, on a l'impression d'observer une colonie de robots fourmis. Ces petits robots sont assez mignons. Mais comment marchent-ils? Regardons de plus près. Il y a 2 moteurs qui font avancer le robot et un 3e qui sert à élever et faire tourner la plaque du dessus. Ça ressemble à un tire-bouchon. Le design est ingénieux. Ce robot-là a été conçu pour supporter une charge de 1300 kg. Puis nous avons la partie informatique, assez importante. C'est là que se fait la coordination en Wi-Fi avec l'ordinateur central. Cette caméra montre le sol et les produits que le robot prend. Sur cette pièce, vous pouvez voir les différents capteurs, lumières et indicateurs. Regardez ça. Ce robot a plus d'yeux qu'une araignée. Les robots de ce genre vont définitivement accélérer le processus du shopping en ligne. Mais pour parler de révolution, il faudrait qu'ils puissent être assez rapides pour permettre une livraison garantie le jour même de la commande. Nous allons tester les robots. À quelle vitesse peuvent-ils récupérer tous les produits de ma commande et les amener à ma porte? De quoi avez-vous absolument besoin? En premier, je voudrais de la glace au caramel. De la glace, ok. Voilà. Votre commande est maintenant lancée. On pourra récupérer les articles sur cette table, juste ici. Les robots devraient se mettre en marche. Ils bougent, oui. Ils vont commencer à récupérer les produits que vous avez commandés. C'est parti.
Ce concept est vraiment novateur. On perd beaucoup moins de temps. Mais 5 articles arrivent en même temps? Oui, ça fait 5 robots pour 5 articles, à moins que l'un des robots porte 2 des articles que vous vouliez. L'algorithme de notre logiciel prend ce facteur en compte. Donc, si l'un des robots a 2 ou 3 des éléments que vous avez commandés, c'est ce robot qui sera sélectionné. La charge de travail des robots en est diminuée. Le premier est déjà là. 30 secondes après l'envoi de votre commande depuis Internet, le premier produit peut être récupéré. C'est génial. C'est ça le futur. Bientôt, vous pourrez aller au travail le matin, passer une commande et être livré chez vous le soir. Amazon, la plus grande entreprise de commerce électronique au monde, a acheté Kiva pour 800 millions de dollars. On estime qu'en 2023, le shopping en ligne représentera plus d'un quart de toutes les ventes, notamment grâce à l'avantage de la livraison rapide. Les différentes possibilités d'interagir avec le monde sans être physiquement présent augmentent rapidement. Comme vous pouvez l'imaginer, je trouve ça particulièrement séduisant. Vivre dans nos villes aujourd'hui peut être épuisant. Combien de fois avez-vous déjà souhaité avoir un double avec qui partager votre travail et toutes vos responsabilités? Créer des doubles numériques de nous-mêmes parfaitement réalistes est un rêve ambitieux. Les dernières technologies suggèrent que l'idée n'est pas aussi farfelue que l'on pourrait le croire. Quand j'étais plus jeune, les avancées technologiques prédisaient un futur dans lequel nous aurions plus de temps pour nos loisirs. Mais en fait, plus nous avons de temps libre, plus nous sommes débordés. Aujourd'hui, nous disposons de machines qui augmentent notre capacité à devenir multitâches. Et si nous pouvions être en 2 endroits à la fois? Daniel Kraft va enquêter sur la façon dont nous pouvons être dupliqués virtuellement. À quel point un avatar peut-il être convaincant? Au Japon, le professeur en robotique Hiroshi Ishiguro a créé son double robot. Il espère qu'un jour, ce double pourra donner des cours à sa place. Le robot est plutôt réaliste et presque convaincant. Mais il a quelque chose de dérangeant. Il manque quelque chose. Je me rends à l'autre bout de la planète, à Los Angeles, où l'industrie du divertissement a inspiré ce qui pourrait être une meilleure solution. Ici, à l'Institut de technologie créative de l'Université de Californie du Sud, des scientifiques pensent que si nous voulons vraiment essayer de nous dupliquer, il faut oublier les robots. Ils travaillent sur un moyen de copier les humains grâce au numérique et à la technique du photoréalisme. L'équipe de scientifiques fait des recherches sur la façon dont la lumière est réfléchie par notre peau. Utilisant de nouvelles techniques de digitalisation, leur but est de reproduire une image virtuelle convaincante de personnes existantes. Bonjour. Un des nombreux projets de l'équipe est dirigé par Paul Debevec. Allons nous faire numériser. Paul, sur quoi travaillez-vous? Nous nous trouvons dans le laboratoire graphique de l'Institut de technologie créative. C'est ici que nous nous servons de notre dispositif lumineux et de la digitalisation pour créer des doubles virtuels qui ressemblent trait pour trait à nos modèles humains. Le défi est de taille parce que pour réussir à le faire, on doit prendre en compte tous les pores et les plis de la peau, sa clarté et sa couleur, mais aussi les différents mouvements du visage lorsqu'il change d'expression. Grâce à la photographie numérique, on peut déjà capturer une infinité de détails. Qu'est-ce qui est différent avec ce nouveau système? Une photo numérique est une image plate, à 2 dimensions prise selon un point de vue, un seul éclairage, et qui ne peut capter qu'une seule expression faciale. Ici, nous essayons de reproduire un modèle numérique de quelqu'un photographié sous n'importe quel angle et n'importe quel éclairage. Nous enregistrons aussi toutes les expressions faciales possibles grâce au Light Stage. J'ai l'impression d'être entouré d'étoiles. Cet appareil compte à peu près 6000 ampoules LED et il y a 7 appareils photo à haute résolution qui sont pointés sur vous. Paul et son équipe ont découvert que la lumière ne fait pas que se refléter à la surface de la peau. Un peu de cette lumière pénètre dans l'épiderme en fonction de son intensité et de la couleur de cette peau. La sphère est programmée pour éclairer le sujet à partir de toutes les directions possibles et sous différentes températures. Voilà le principe de base. La peau se comporte différemment quand elle est étirée. Le dispositif de Paul prend en compte ce phénomène.
Et maintenant? Nous allons vous demander de prendre plusieurs expressions et de garder la pause pendant 2 secondes à chaque fois. Les appareils photo vont se déclencher et prendre environ 16 photos pendant ces 2 secondes et sous différents éclairages pour qu'on puisse enregistrer la brillance et la transluminescence de votre peau, ainsi que la manière dont la lumière se réfléchit sur votre peau. Nous avons besoin de tout cela pour reconstruire votre visage en 3 dimensions. Super, allons-y. Je dois avouer que je suis un peu inquiet que mon visage soit examiné si minutieusement. Daniel, vous allez prendre votre première expression. On commence habituellement par une expression neutre, les yeux fermés. Ça, je sais faire. Je ferme les yeux. C'est bon, passons à la suivante. Neutre, les yeux ouverts. Ok, très bien. Prenez maintenant une pause qui vous plaît. Faites quelque chose qui vous représente. Mon regard interrogateur. Asseyez-vous. Nous allons regarder les photos qu'on vient de prendre dans le Light Stage. Voici votre expression neutre, les yeux fermés. Vous pouvez remarquer les différents éclairages. C'était ça les flashs qui se déclenchaient de tous les côtés? Oui. On a enregistré tous les aspects de votre peau selon différentes lumières. Voilà votre expression perplexe. Regardez cette image et la surface de votre peau. La lumière a tellement bien pénétré votre épiderme que l'on peut voir une quantité incroyable de détails. Ce sont ces détails qui vont nous servir à réaliser un modèle en 3 dimensions. Votre vous numérique sera aussi détaillé que ça. On peut créer une version de moi en 3D maintenant. Oui. Pendant que nous regardions ces photos, notre conceptrice technique, Jay Bush, a finalisé votre modèle 3D. Je pense qu'il est prêt. Le modèle 3D est une numérisation qui reproduit la forme et les contours de mon visage. Le défi est de combiner cette base avec le reste des informations visuelles obtenues grâce aux photos. Je suis pressé de voir le résultat. Voici votre modèle en 3D. Votre visage a été entièrement reconstruit à partir des premières photos que nous avons prises. Ce n'est pas une photo, mais une reconstitution. Et voilà ce qui se passe quand on rajoute les autres informations photographiques. Maintenant, on peut voir la couleur et même la brillance de votre peau. Les conditions d'éclairage de cet environnement test sont différentes de ce qu'elles étaient au moment de la prise de photos à l'intérieur du Light Stage. C'est incroyable. Ce n'est pas une photo de moi, mais une reconstitution de mon visage. Comment avez-vous fait? J'ai rassemblé toutes les données qui ont été recueillies et j'ai pu reconstruire votre visage avec une précision de 1/10 de millimètre. Ce sont tous ces petits plis et ces rides qui rendent l'image plus réelle. 1/10 de millimètre, c'est presque trop précis. C'est absolument crucial pour créer un personnage numérique réaliste, qui est convaincant dans ses mouvements et au niveau des émotions qu'il essaie de communiquer. Le résultat est assez impressionnant. Mais pour créer un avatar vraiment convaincant à l'image parfaite de son modèle, il faut que ses mouvements paraissent naturels. Paul fait des tests sur un personnage modelé à partir d'un des chercheurs de l'équipe, Harry Shapiro. Beaucoup de gens à travers le monde m'ont contacté pour me demander si c'était bien moi. On a la même voix et il me ressemble, à part pour la calvitie. Nous avons commencé par le Light Stage, là où vous étiez. Harry est resté à l'intérieur pendant 30 minutes et nous avons photographié une trentaine d'expressions différentes. Vous pouvez en voir quelques-unes. Puis nous sommes allés plus loin. Nous avons fusionné toutes ces expressions pour obtenir plusieurs séquences de mouvements naturels. Vous pouvez observer qu'à chaque nouvelle expression, la forme du visage et sa texture changent. Les détails sont incroyables. On peut faire tout ce qu'on veut à ce visage. Cette image-là, très colorée, vous montre notre technique d'animation. Quand Harry bouge, ses expressions faciales stimulent différentes parties de son visage. Toutes ces parties en mouvement sont détectées puis mixées pour obtenir des enchaînements de mouvements naturels, animés. Dans cette dernière vidéo, vous pouvez voir notre IRA numérique parler. La synchronisation labiale n'est pas encore parfaite, mais vous pouvez déjà vous faire une bonne idée de ce qu'on essaie d'accomplir.
J'ai commandé un parfait au yaourt, mais on m'a servi un fruit glacé. Il n'y avait pas de yaourt. Un parfait est composé pour moitié de yaourt et de fruits, mais je n'ai eu qu'un fruit glacé. Il reste des progrès à faire, mais les améliorations sont constantes. Le visage que vous allez voir est la preuve qu'un avatar numérique peut être vraiment convaincant. Cette femme n'est pas réelle. Son visage est fait d'images de synthèse. Nous sommes spécialisés dans l'animation haute résolution de visages pour films et jeux vidéo. La prochaine étape est de développer la technique à plus grande échelle. Ici, les mouvements de cet acteur numérique sont contrôlés à l'aide d'un simple bouton. Vous avez vu le Light Stage X, qui sert à la numérisation des visages, et je vais vous montrer maintenant le Light Stage 6. Light Stage 6. C'est immense. Cette sphère de 8 mètres de diamètre a été conçue pour éclairer le corps humain tout entier. Il y a 931 lumières sur le dôme et 180 au sol, chacune composée de 6 LED, donc vous êtes entouré de 6666 points lumineux. La sphère est assez large pour qu'on puisse éclairer un corps entier. Nos appareils photo et caméras sont ultra rapides, ce qui nous permet d'avoir de multiples clichés sous de nombreux éclairages différents. Ce n'est pas de la capture de mouvement? La capture du mouvement ne capte qu'un nombre réduit de points sur le corps. Nous enregistrons les mouvements de l'intégralité du corps. La caméra peut être déplacée tout autour de l'acteur et les techniciens ou le réalisateur utilisent le light stage en fonction de ce qu'ils cherchent à reproduire. Quel est votre objectif ultime? Ce qui serait vraiment passionnant, ce serait de pouvoir connecter ces représentations numériques réalistes à des algorithmes d'intelligence artificielle. On pourrait créer des professeurs numériques, des tuteurs ou des collègues qui auraient leurs esprits propres et qui accompliraient des actes pour lesquels ils n'auraient pas été programmés. Je pense qu'on peut s'attendre à des résultats intéressants d'ici 10 ou 15 ans. C'est extraordinaire. Ça va vraiment changer notre monde. Maintenant que j'y pense, une version numérique de moi-même pourrait être très utile. Aujourd'hui, le monde virtuel prend une place extrêmement importante dans nos vies. Un Daniel numérique représenterait de nouveaux moyens de communication. C'est bon, je suis convaincu. Imaginez des tuteurs interactifs pour les cours en ligne, par exemple. Dans le monde du divertissement, cette technologie ferait fureur. Les acteurs numériques seraient jeunes pour toujours et capables de réaliser des exploits impossibles dans la vraie vie. Nos futures idoles pourraient très bien ne pas être réelles. Notre façon d'interagir avec le monde numérique est la clé des progrès que nous réaliserons dans le futur. Nos villes seront intelligentes et les maisons les mieux équipées auront des appareils très intuitifs. On ne fournira quasiment plus d'efforts pour les utiliser. L'invention de la machine à écrire a été une véritable révolution. Plus de 150 ans plus tard, les écrans tactiles ont ouvert de nouvelles manières de communiquer avec le monde numérique. Mais même cette technologie est limitée. Pouvons-nous améliorer encore notre relation avec le monde physique et enfin profiter des maisons et bureaux intelligents qu'on nous promet depuis des années? À Pittsburgh, les chercheurs de l'université Carnegie Mellon font des avancées spectaculaires dans le domaine de la technologie interactive. Karine Bondar s'y trouve pour nous parler des inventions qui rendent nos interfaces actuelles obsolètes. C'est ici. Bonjour Robert, qu'est-ce que vous faites? Je travaille sur un projet qui développe l'interaction tactile au-delà de l'utilisation du doigt. Nous avons conçu une interface capable de reconnaître plusieurs parties de votre main. Vous pouvez toucher l'écran avec votre doigt, comme ça. De manière traditionnelle? Oui, essayez avec l'articulation de votre phalange. Vous pouvez aussi utiliser vos ongles. Comment ça marche? L'interface est programmée pour qu'elle puisse reconnaître la signature acoustique des différents touchés. Écoutez ça. Ces sons sont très différents. L'écran est capable d'exécuter ce que vous lui avez demandé selon la partie du doigt mise en action. Un des capteurs de l'écran peut détecter les différents types de vibrations qui servent à activer des fonctions distinctes. Au départ, il n'y avait qu'une façon possible de toucher l'écran tactile. À présent, il en existe 3. Votre manière d'interagir a été triplée. C'est un énorme pas en avant. Nous essayons maintenant de trouver un moyen pour pouvoir utiliser la main entière.
Prenons cette tablette. Voilà un autre projet sur lequel nous travaillons. Imaginez tenir cette éponge pour tableau dans votre main. Faites le geste. Voilà. La brosse apparaît à l'écran. J'utilise toute ma main pour faire ça. L'écran est capable de détecter plusieurs combinaisons de touchés, ce qui rend l'interaction presque aussi naturelle que si on utilisait de vrais outils. Des chercheurs sont allés encore plus loin. Ils sont en train de transformer radicalement nos interfaces en supprimant complètement les écrans. Le projet WorldKit peut faire de n'importe quelle surface une interface digitale. Chris! Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. De rien. J'ai eu votre message. Oui, nous avons fait de ce mur un écran tactile. Je peux laisser le message que je souhaite. Des murs tactiles? C'est incroyable. Comment un mur peut devenir sensible au toucher? Voilà WorldKit. Ici, vous avez un projecteur et une caméra spéciale appelée caméra de profondeur. Elle ne distingue pas les couleurs, mais la profondeur. Au lieu de voir chaque pixel en rouge ou bleu, la caméra prend compte de la distance à laquelle se trouve le pixel. D'accord. Il y a ici un émetteur infrarouge qui émet un rayonnement. Là, cette caméra infrarouge suit ce rayonnement et décrypte ce qui est en 3D ou non. La combinaison projecteur-caméra permet de créer des surfaces sensibles au toucher, des tables, des portes et des murs. N'importe quoi peut devenir un écran tactile. Comme le mur à côté de votre porte. Oui. La caméra de profondeur discerne les objets selon leur distance par rapport à l'arrière-plan. Qu'est-ce que je fais? Le système est programmé pour enregistrer où et à quel moment un objet en mouvement atteint l'arrière-plan. Imaginez que votre main soit un pinceau et dessinez le détecteur sur la porte. OK. Où voulez-vous que vos messages apparaissent? Ici. Très bien. Maintenant, placez-vous devant la porte. Et voilà. Vous pouvez dire que vous êtes occupé. Quand je touche le mur, une petite tache bleue apparaît. Ça veut dire que la caméra de profondeur a détecté une activité. Le système détermine ensuite quel bouton j'ai touché et le projecteur l'illumine. Ceci n'est qu'un simple exemple du type d'application que l'on pourrait développer partout. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est comment cette technologie va transformer notre vie quotidienne. Le monde numérique sera accessible plus facilement et n'importe où, au bureau, à l'école, à la maison. On a installé WorldKit sur ce plan de travail. Il va nous aider à réaliser une recette. Nous avons les instructions pour faire un cake à la banane. Et ici, c'est la liste des ingrédients. Du sucre, des bananes, des œufs, etc. Commençons par prendre cette tasse d'eau. Je la pose là où c'est écrit? Oui, la couleur du cercle devrait changer. C'est devenu vert dès que je l'ai posé. C'est ça. Voilà la farine, une tasse de farine. Ensuite, le sucre. Et ici, la banane. On a besoin d'une banane et de 2 œufs. Voilà. J'essaie avec un œuf. Le système est même capable de me dire si je n'ai pas les bonnes quantités. Il me manque un œuf. Regardons quelle est la prochaine étape. Nous devons mélanger tous ces ingrédients et les mettre au four pendant 25 minutes. Faisons ça. OK. Cette technologie diminue notre charge de travail. Ça veut dire que nous aurons plus de temps pour nous relaxer. 25 minutes exactement. Laissez-moi vous montrer quelque chose dans le salon. Je peux dessiner des interfaces sur cette table basse ordinaire. Je peux également changer l'orientation de l'interface si j'en ai envie. Sur ce fauteuil, on peut contrôler le volume de la télévision. OK. Et voilà. Je vais ajouter une interface ici. Ce sera très pratique. Maintenant, vous pouvez contrôler la télévision. Asseyez-vous et mettez-vous aux commandes. C'est vraiment génial. Alors, tout d'abord, je vais appuyer sur lecture. La télé s'allume. Ça marche. Nous avons déjà vu le début du film, donc je vais avancer. C'est incroyable. Il me suffit de toucher la table. Maintenant, le volume. C'est la technologie parfaite pour les gens paresseux. Je vais prendre 10 kilos si j'installe ça chez moi. Dans quelle autre pièce de la maison pensez-vous que ce système sera utile? Vous avez remarqué qu'il est très facile de transformer n'importe quelle surface de la maison en surface sensible au toucher, comme ce fauteuil, cette table, un mur ou un plan de travail. Cette technologie pourrait être présente partout et se fondrait dans l'environnement comme l'air ou la lumière.
Bientôt, nous n'aurons plus besoin de clavier ou d'écran. On aura un accès illimité à la technologie grâce à un simple toucher. La première étape est la miniaturisation. Nous essayons de créer des versions de WorldKit de plus en plus petites. Celle-ci fait la taille d'une ampoule. On retrouve le projecteur et la caméra de profondeur. C'est la même technologie qu'avant, mais en miniature. On pourra projeter des interfaces partout où on le voudra. Dans environ 10 ou 15 ans, on installera ces dispositifs dans toute la maison. Il y a 100 ans, avec l'arrivée de l'électricité, c'est ce qu'on a fait avec les ampoules. Et bientôt, les interfaces tactiles seront tout aussi indispensables. Chris espère que son système se sera imposé partout d'ici 2025. Grâce aux visionnaires comme Chris, dans un futur proche, nous pourrons interagir avec notre technologie quand nous le voudrons, où nous le voudrons et comme il nous plaira. Une nouvelle ère du numérique a commencé. New York est une de mes villes préférées. Elle est réputée pour son rythme effréné et ses gratte-ciels illuminés. 8 millions de personnes y vivent. Pendant que les habitants s'amusent, des invités indésirables sortent aussi faire la fête. 32 millions de rats. Depuis des années, la ville essaye de se débarrasser de ces rôdeurs porteurs de maladies, mais jusqu'à présent, les efforts pour contrôler l'infestation ont été vains. Les scientifiques essayent maintenant d'éradiquer le problème sans tuer un seul rat. Arati Prasad est à New York pour nous en dire plus sur cette extraordinaire idée. À New York, les rats investissent les rues à la nuit tombée. C'est incroyable. Je ne suis ici que depuis quelques minutes et j'en ai déjà vu une douzaine. Ils boivent dans cette petite flaque d'eau et viennent chercher à manger dans les sacs poubelles alignés contre le mur. L'endroit grouille de rats. Même le poison est inefficace. Ils courent juste devant moi. Ils se sont habitués à vivre avec les humains dans cette ville. Là où il y a des humains, il y a de la nourriture. La nouvelle approche de la municipalité est financée par l'Institut national de la santé, qui a investi 1,1 million de dollars. Des scientifiques vont tenter une expérience radicale pour contrôler la fertilité des rats. Les tests ont lieu dans le métro, là où ces animaux sont les plus répandus. Le docteur Loretta Mayer dirige le projet. À chaque fois qu'un train arrive, on peut sentir l'odeur infecte des rats en décomposition. Vous pensez qu'ils ont été tués par du poison? Oui, sûrement. Mais le poison n'est pas la bonne solution. Ça fait des dizaines d'années qu'on les empoisonne. Et ils sont toujours là. Loretta est convaincue que les tuer ne sert à rien. En revanche, elle a remarqué une caractéristique importante du comportement de ces rats. Il y a des familles chez les rats, comme chez les humains. Elles ont des territoires. Même si on extermine tous les rats d'un territoire, d'autres rats vont immigrer sur ce territoire et bientôt, il y en aura plus qu'avant. Donc on ne résout pas le problème. Exactement. Le vrai problème, c'est la reproduction. Comment peut-on contrôler la fertilité des rats? Comme la plupart des idées de génie, la solution est apparue à Loretta de manière inattendue. Il y a une vingtaine d'années, alors qu'elle étudiait les rongeurs, on lui a raconté l'histoire de plusieurs femmes travaillant dans une usine de plastique et souffrant de problèmes de reproduction. Elles avaient été exposées à un produit chimique hautement toxique appelé dioxyde de vinylcyclohexène ou DVC. Je cherchais désespérément un composé qui accélérerait naturellement la perte des œufs dans l'ovaire. Elle s'est demandé si le DVC aurait le même effet sur les rats, et elle a commencé des tests. Si l'hypothèse de Loretta est correcte, les conséquences pourraient être considérables. Les rats atteignent la maturité sexuelle au bout de 8 à 12 semaines, et les femelles peuvent avoir 6 portées en un an, voire plus. Une seule femelle sexuellement active peut engendrer des centaines de milliers de descendants en 9 mois. Est-ce qu'un produit chimique nocif pour la reproduction des humains peut permettre de contrôler efficacement la fertilité des rats? Les essais mis en place dans le métro new-yorkais vont nous apporter la réponse. Le docteur Loretta Mayer a décidé de s'attaquer au problème des rats dans la ville de New York.
Elle a découvert qu'un produit chimique appelé le dioxyde de vinylcyclohexène, ou DVC, peut diminuer le développement des follicules dans les ovaires. L'idée est d'utiliser ce produit pour empêcher les rats de se reproduire aussi rapidement sans les tuer. La population des rats va-t-elle véritablement être impactée par cette expérimentation? Après ingestion, les effets sont similaires à ceux qui affectent les femmes pendant leur transition ménopausique. La période de reproductivité du rat est considérablement réduite. Des doses de DVC, non dangereuses pour l'homme, ont été ajoutées à des doses de nourriture enrichie préparées spécialement pour les femelles. Loretta, l'expérience est sur le point de commencer. Vous allez tester votre théorie sur les rats de New York. Oui, nous allons d'abord étudier leur comportement et leurs habitudes. On va faire beaucoup d'estimations et de calculs quant à leur population. On va leur présenter plusieurs de nos formules nutritives et observer celles qu'ils préfèrent. Puis, nous verrons bien si notre concept est efficace et à quel point il peut réduire le nombre de rats. Loretta est capable de surveiller la prise de DVC car les moustaches des rats qui viennent d'ingérer le produit deviennent vertes sous une lumière à ultraviolet. Les tests sont en cours et il faudra patienter 3 ou 4 mois pour avoir les premiers résultats. En attendant, j'ai rendez-vous avec un exterminateur. Je voudrais pouvoir comparer les résultats de Loretta avec ceux obtenus par des méthodes plus traditionnelles. Après vous. Ça sent très mauvais. Qu'est-ce que c'est? Ça sent l'urine et la fiente de rats. D'après l'odeur, ils sont là depuis longtemps. Le problème avec les pièges est que les rats apprennent à les éviter. On en attrapera quelques-uns, mais les autres vont comprendre qu'ils ne doivent pas s'en approcher. Quand les pièges ne marchent pas, Rudy utilise du poison. Mais il se révèle tout aussi inefficace. La situation est idéale pour eux. Ils ont une source de nourriture juste à côté. Le bâtiment voisin est une épicerie. Les rats ne vont pas choisir le poison quand ils peuvent manger du melon ou du raisin. En 3 mois, Rudy aura posé de nombreux pièges et plusieurs centaines de kilos de poison, sans que cela ait d'effet significatif sur le nombre total de rats. Tous les ans, rien qu'aux États-Unis, des millions de kilos de poison sont utilisés. Plus de 10 000 enfants y sont exposés. 90% des empoisonnements ont lieu chez les gens. Il est évident que le poison ne marche pas. Nous avons besoin d'une solution plus efficace, et c'est ce sur quoi Loretta est en train de travailler. Après 3 mois, les premiers résultats sont arrivés. 67% des femelles dans la zone de test ont ingéré le produit. L'impact pourrait être énorme. Si on se base sur ce pourcentage, une population de 15 millions de rats pourrait être réduite à moins de 15 000 en seulement 8 mois. Pensez-vous que cette stratégie peut être utilisée dans d'autres pays pour contrôler les populations d'animaux qui représentent une menace pour l'homme? Oui, c'est possible partout où les animaux et les humains sont en conflit. Le contrôle de la fertilité et de la reproduction cible le cœur du problème. Ces animaux ne sont ni tués ni empoisonnés. C'est le moyen le plus humain de réduire leur nombre afin qu'on puisse tous coexister dans un monde meilleur. En 2015, Loretta s'occupera d'un projet similaire à Chicago. Il est peut-être discutable de vouloir contrôler la reproduction d'autres espèces, mais le succès de la formule de Loretta pourrait avoir des retentissements extrêmement positifs. Pas seulement pour les villes, mais aussi pour l'agriculture. En Indonésie, les rats et autres rongeurs sont responsables de la perte de riz qui pourrait nourrir plus de 30 millions de personnes pendant une année. Nos villes continuent de s'étendre. Nous vivrons bientôt de plus en plus près les uns des autres. Nous aurons besoin d'un meilleur accès aux services, de meilleurs moyens de communication, de plus de pouvoir d'achat et de nouveaux moyens de nous divertir. Nous venons